Bonjour. Donc cette vidéo est consacrée, j'allais dire, à Maxime Vachier-Lagrave, une vidéo pour l'encourager dans son incroyable défi, puisqu'il va participer au tournoi des candidats en ayant été repêché et sans préparation, j'allais dire, digne de ce nom, et bien le grand maître français va tenter de créer la surprise et de jouer le rôle d'arbitre dans le duel entre Fabiano Caruana et Lindiren, qui sont les deux favoris. Donc une première vidéo parce que j'en ai prévu deux. La deuxième devrait sortir normalement juste après. Donc est consacrée à l'une des parties les plus spectaculaires de Maxime. Alors j'avais déjà il y a quelques années commenté sa victoire contre Morozevich avec ce coup improbable tour H7 il avait fini par gagner. Là, j'ai choisi une autre partie qu'il avait disputée un peu plus tôt. C'était contre Robert Fontaine lors du championnat de France qui s'est disputé à Aix-les-Bains. La partie s'est disputée le 23 août 2007. Et donc Maxime Vachier-Lagrave, au cours de ce tournoi d'ailleurs, allait remporter le titre. Alors, nous sommes à la 10e ronde. Et Maxime a un demi-point de retard sur Vladislav Skatchev et il était à égalité avec Andrei Sokolov. Donc pour Maxime, eh bien, il s'agit de gagner, surtout qu'à la dernière ronde, il affronte Josif Dorfman. Et évidemment, Dorfman n'est pas l'adversaire le plus facile à battre sur commande. Donc le plan de Maxime est clair, il faut gagner avec les Noirs et prendre tous les risques pour avoir une chance d'être champion de France. A noter d'ailleurs que MVL, même si on ne l'appelait pas encore comme ça au plus haut niveau, eh bien MVL était le quatrième Elo, il n'était pas encore 2600, il était 2595, puisque les trois meilleurs joueurs étaient à plus de 2600. À noter qu'il n'y avait pas Étienne Bacrot dans ce championnat de France. Donc Robert Fontaine a les blancs, Maxime Vachier-Lagrave a les noirs, et Fontaine joue cavalier F3. Donc voici les coups. Fontaine veut jouer une ouverture solide, on va dire relativement tranquille, euh, surtout à la fois parce qu'il n'a pas envie d'affronter Maxime Vachier-Lagrave sur le plan tactique, mais aussi parce qu'il veut, d'une certaine manière, pousser son adversaire à prendre des risques inconsidérés pour essayer de gagner. Donc évidemment, il y a encore un aspect psychologique, et la psychologie sera un des éléments clés quand même de cette partie. Et là, Maxime joue F5, donc il joue la hollandaise. Voilà, il joue pour le gain, donc il choisit une ouverture dissymétrique pour simplement optimiser ses chances, en sachant que quand vous jouez la hollandaise, alors c'est une ouverture qui est jouable mais qui est difficile à jouer. La théorie n'est pas forcément très favorable aux noirs, mais c'est plutôt l'aspect pratique, l'aspect des chances, des contre-chances que les noirs obtiennent, que Maxime cherche évidemment à avoir. D4, cavalier F6, G3, G6, fou G2, fou G7, petit roc, C4, D6. Donc là, on retombe dans une variante qui s'appelle la variante de Leningrad, qui se caractérise par l'installation du fou noir en G7 plutôt que sur la variante, on va dire, plus ancienne, plus classique, avec un fou en E7. Cavalier C3. Et là, les noirs ont plusieurs coups. Ils ont cavalier C6, joué dans la partie qui est peut-être le plus agressif, mais on peut jouer aussi C6 ou Dame 8, qui est également un coup assez thématique dans la mesure où la Dame prépare la poussée E5 et puis éventuellement, même si c'est pas tellement dans cette variante-là, la Dame peut envisager d'aller pourquoi pas en H5 lorsque le pion G6 évidemment aura quitté sa case. Donc on revient à cavalier C6 et là Fontaine connaît évidemment la théorie, mais il ne s'attendait pas forcément à ce que Maxime joue la défense hollandaise. Sinon, évidemment, il n'aurait pas joué B3, mais D5, qui est la variante critique dans cette suite. Alors, je ne vais pas m'embarquer dans l'analyse de cette variante. Alors, d'abord parce que je ne comprends rien à la défense hollandaise. Voilà, et puis ensuite, on va dire, on s'intéresse plus à ce qui se passe. Fontaine joue B3, qui
c'est un coup solide, alors, qui n'est pas forcément le coup qui est le plus ambitieux, mais j'allais dire Robert Fontaine aussi reste logique par rapport à sa stratégie de la partie qui consiste à ne pas rentrer dans des variantes tendues, mais de jouer d'une manière, on va dire, relativement calme. E5, D prend E5, D prend E5, fou A3. Alors, on peut se poser la question pourquoi, par exemple, les blancs n'ont pas pris en D8. Peut-être tout simplement parce qu'après Dame prend D8, Tour prend D8. Certes, évidemment, on échange les dames, mais ça ne veut pas dire que les choses soient vraiment très très bonnes pour les noirs, pour les blancs, pardonnez-moi. Pourquoi? Parce qu'on voit que les noirs ont placé une tour sur une colonne ouverte. Il y a le fou en G7 qui est là. Vous voyez quand même que les blancs ont affaibli et qu'il peut y avoir des coups comme E4 qui peuvent être des motifs. Donc là aussi, bon, la théorie ne conseille pas d'abord de jouer l'échange des dames. En tout cas, pas tout de suite. Et les blancs jouent fou A3. Voilà. Alors, ici, j'allais dire, le coup logique, c'est de jouer tour E8. Et sur dame C1, l'idée de dame C1, c'est de jouer tour D1. E4, tour D1. Ça paraît une suite intéressante. Mais on voit quand même que les noirs ont égalisé. Alors certes, ils ont un petit problème avec la dame qui n'a pas de case de fuite. Enfin voilà, qui ne peut pas aller sur une case où elle ne serait pas attaquée. Donc les noirs doivent jouer fou D7. Hein, voilà. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Que font les blancs? Eh ben, ils ont quand même aussi leur problème avec, encore une fois, ce fou sur la grande diagonale. Et puis les pions en E4 qui gênent quand même pas mal les blancs. Donc les noirs ont quand même égalisé dans cette position. Et puis on reste toujours évidemment dans des schémas, dans des types de positions qu'ambitionne Maxime Vachier-Lagrave. Mais Maxime a une autre idée, et à ma grande surprise, cette idée avait déjà été jouée. Il joue E4. Carrément, il sacrifie la qualité, mais son idée c'est d'éliminer le fou de case noire, ce qui permettrait, après fou prend F8, dame prend F8 qui a été joué, d'avoir ce fou qui va dominer les cases noires et la grande diagonale ici, de sorte évidemment qu'il y ait du contre-jeu. Alors est-ce que c'est un sacrifice qui est correct? Eh bien objectivement il n'est pas correct, mais il est difficile à réfuter parce qu'on est sur des considérations dynamiques. Et encore une fois, les noirs ont aussi des compensations. Vous voyez quand même que cette chaîne de pions là, elle gêne notamment ce pion E4, gêne quand même, bon, attaque le cavalier, mais gêne aussi le fou G2. Les noirs peuvent obtenir l'activité pour leur pièce. Et puis la dame en F8 peut rebondir, pourquoi pas en C5, B4. Et on voit ici, encore une fois, tout l'affaiblissement des cases noires. Donc il y a du jeu pour les blancs, pour les noirs, pardon. Mais évidemment, il faut arriver à mettre en place ce contre-jeu, sinon les blancs vont valoriser leur avantage, qui est un avantage qualitatif. C'est pour ça qu'on parle de qualité. Il n'y a pas de pion, il n'y a pas de pièce en plus, il y a juste une tour contre un fou. Robert Fontaine joue le meilleur coup, c'est cavalier D4. Alors il échange les pièces. Donc évidemment, quand on a l'avantage matériel, on recommande plutôt d'échanger les pièces. Et puis il se dit aussi que de toute manière, après cavalier prend, dame prend, qui a été joué, il n'y a pas de découverte très utile pour les noirs pour le coup du cavalier. Par exemple, sur cavalier G4, il y aurait dame D2. Voilà, on peut jouer dame D2 par exemple, même si c'est pas forcément obligé. On peut peut-être faire échec en D5, quoi qu'il en soit. Là, les noirs jouent fou E6, qui est un coup parfaitement normal, qui à la fois contrôle D5 et aussi permet de jouer tour D8. Là, donc là, on est toujours dans la théorie. C'est ce que j'ai découvert quand j'ai préparé cette partie. Tout a déjà été joué, et même avant, je crois, avant et après que cette partie ait eu lieu. Ici, Fontaine joue dame D2.
Coup logique, hein, quand même le vis-à-vis du fou G7 et de la dame en D4 peut quand même poser problème. Donc on replie la dame. Voilà. À noter que l'ordinateur lui propose dame E5, qui est un coup d'ordinateur, c'est-à-dire il n'a pas peur tant qu'il ne voit pas une catastrophe. Il peut le jouer. C'est évidemment le genre de coup quand même sur lequel on prend quelques précautions parce que la dame aussi se met dans une position où il peut y avoir des problèmes tactiques. Par exemple sur KG4 on joue dame A5, je pense. Il y a dame prend E6 d'abord évidemment, mais on protège la dame et on protège le fou avec dame F7 et puis voilà. Bon, dame D2. Et là donc dans les parties qui ont été jouées, les noirs ont continué logiquement par tour D8. Et là, où faut-il placer la dame? Parce que là, on s'aperçoit quand même qu'il y a des choses qui peuvent être dangereuses. On voit que là, la dame va devoir euh, surveiller évidemment le cavalier C3, mais il peut y avoir des actions sur les cases noires, hein, sur la dame qui peut arriver en C5, sur des choses comme ça. Et donc, par exemple, sur dame C2, et bien là, qu'est-ce qu'on peut jouer? Ben là, en fait, le meilleur coup, c'est E3. E3, pourquoi? Parce qu'après F prend E3, cavalier G4, on menace cavalier prend E3, qui regagne la qualité, mais aussi qui crée des faiblesses autour du roi blanc. Tour F3, fou H6, et on a une justification du sacrifice de qualité. Si on joue dame C1, dame C5, on voit que là, les noirs prennent l'initiative, qu'ils avancent aussi, et les blancs sont sur le reculoir. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mal ou qu'ils sont perdus, mais évidemment, on voit que la position est beaucoup plus facile à jouer du côté des noirs. Euh, donc, après E3, eh bien, il y a des parties qui ont continué. Et là, les blancs ont trouvé la meilleure réplique, c'est tour AD1, E prend F2 échec. Et là aussi, il faut être précis, parce que sur tour prend F2, cavalier G4, tour F3, tour E8, ou dame C5 également. Et là, on voit quand même que les noirs obtiennent du jeu, voilà, avec ce pion E2 qui est faible, ces pièces noires qui s'activent, le cavalier G4 est quand même particulièrement gênant, le fou sur les cases noires est très fort, et les faiblesses sur les cases noires d'une manière générale sont quand même assez embêtantes, assez difficiles à gérer. Donc, tour prend F2 ne semble pas bon, en tout cas, il fallait imaginer. La meilleure suite, c'est roi H1, menace tour prend F2, cavalier G4, et là, on joue tour prend D8, tour prend D8 et cavalier D1. Et là, par contre, on va menacer de jouer peut-être H3 et de récupérer le pion en F2, ou en tout cas, on va le récupérer dans des meilleures conditions. Surtout aussi que les noirs n'ont plus les tours, plus leur deuxième tour, et qu'en fait, eh bien, l'attaque noire s'est affaiblie du fait de l'échange des pièces. Et donc, ici, les noirs n'ont pas de compensation tout à fait pour la qualité. Alors évidemment, ça peut continuer, mais c'est pas évident. Hein, il peut y avoir encore une fois des coups comme E3, Dame E2, H3, des choses comme ça. Et l'élimination du pion en F2 est évidemment un élément clé fondamental. Il y a peut-être d'autres options. Je n'ai pas tellement regardé, mais enfin, ça marche. Donc roi H1, c'est le coup qui semble en tout cas contrer 7-8, mais j'allais dire les noirs ont quand même du jeu. Donc dame C2 semble fort, mais en fait le meilleur coup c'est dame E1. Et oui, dame E1 pourquoi? D'abord parce qu'on protège évidemment le cavalier, en retirant la dame l'attaque de la tour, mais aussi éventuellement on renforce F2. Et si on joue, et donc là il y a des coups, si on joue par exemple, enfin il n'y a pas eu de position qui a été jouée, mais après que peuvent faire les noirs? Si on joue cavalier G4, pardon, pas G5, cavalier G4, je sais pas, on peut peut-être jouer peut-être tour C1 ou on peut jouer E3 aussi qui peut avoir son intérêt, même si décidément
cette souris m'énerve, qui peut avoir son intérêt, voilà, c'est de fermer les cases noires au roi blanc. Voilà. Mais certes, évidemment, il y a cavalier E5. Alors il y a peut-être mieux, hein, tout simplement. Peut-être qu'on peut jouer H3, ou on peut jouer tour C1. Tour C1 et sur four H6, on joue tour C2. Et on arrive à consolider tout ça. Bon, j'ai pas tellement regardé, mais en tout cas, Dame E1, effectivement, ça donne peut-être quelques chances. Voilà, et puis peut-être qu'on peut jouer aussi un coup comme F3, qui pourrait éliminer le pion E4, qui est quand même une épine assez gênante dans le camp des blancs. Bon, tout ça pour vous dire que ça n'a jamais été joué. Enfin, tour E8, tour D8 n'a jamais été joué, mais en tout cas, tour D8 a été joué, mais Dame E1 n'a pas été joué. Mais Maxime, lui, décide de jouer un autre coup, plus violent, c'est H5. Clairement, il se lance à l'attaque. L'idée de jouer H4 et d'affaiblir le roc. Voilà, et en profitant quand même d'une position qui est relativement fermée, il veut plutôt privilégier l'efficacité des pièces mineures sur les pièces lourdes. Tour AD1, H4, Dame G5. Voilà. Alors, Dame G5, pourquoi? Parce que Fontaine a une idée, il veut provoquer en fait le coup suivant pour jouer ensuite Dame F4, parce qu'il aurait pu jouer Dame F4, après H5, Dame F4, Caille H5, Dame D2, H prend, et on peut jouer C6. Voilà, bon. Les noirs ont du jeu, mais ça a l'air quand même pour l'instant de tenir. En tout cas, on ne voit pas trop comment les blancs peuvent renforcer l'attaque. A noter que l'ordinateur, lui, pense tout de suite à G prend H4, qui est un coup d'ordinateur, ou même carrément, peut-être, cavalier B5, qui peut être considéré comme étant plus précis. Pourquoi? Parce que là, on menace cavalier prend C7, et après Dame C5, faut pas oublier qu'il y a aussi le pion A7 qui peut être en l'air, Dame F4, on a peut-être un ordre de coup un petit peu plus efficace, même si ça ressemble à la partie qui a été jouée. Bon, Dame G5 n'est pas mauvais, Roi F7, évidemment. Dame F4. L'idée, après Dame F4, les noirs ont joué Dame C5, c'est d'attaquer C7. Donc là, Maxime joue Dame C5, il laisse le pion H, tout simplement parce que sur Dame prend H4, tour H8, Dame F4, fou H6, cavalier A4, il y a quand même une position assez anarchique. Alors, les ordinateurs préfèrent les blancs, mais j'allais dire, il n'y a que les ordinateurs pour aimer cette position-là. Voilà, ils disent, il n'y a pas de catastrophe pour l'instant, mais enfin, quand on voit l'ouverture de la colonne H, une dame active et un fou actif, c'est pas le genre de coup qu'un humain privilégie. Donc Dame C5 et cavalier B5, on l'avait dit, dans cet ordre-là. Donc là, on sent un moment quand même où la partie se tend. Parce que là, Maxime a fait un peu, comme on dit au poker tapis, il brûle ses feux, il lance l'attaque, et il doit quand même avoir, j'allais dire, un résultat. Il joue H prend G3. Alors, ici, évidemment, alors les blancs ont repris en G3, mais on pouvait envisager Dame prend C7 comme coup intermédiaire. Cavalier prend, G prend F2, tour prend F2, tour H8. Et là, la position est plutôt favorable au noir. Pourquoi? Alors, d'abord, bon, en termes matériels, il y a toujours une qualité de moins, mais remarquez dans quelle position se trouve le fou G2. Il est bloqué par les pions noirs, il n'a quasiment pas d'horizon, et par contre, le fou G7, lui, a un superbe avenir. Et on voit aussi le rôle intéressant du fou en E6, même si les blancs peuvent échanger, c'est qu'il contrôle un certain nombre de cases. Et qu'en fait, si les blancs jouent cavalier prend E6, après roi prend E6, en fait, les blancs restent avec la plus mauvaise des pièces mineures. Si on joue E3, cavalier G4,
Et là, les noirs peuvent continuer par fou E5, fou H6, enfin, parce que par plein de possibilités, sans compter, donc vous voyez, les cases E5, la case E5 qui est extrêmement forte. Et finalement, les blancs n'ont pas de case d'invasion suffisamment bonne pour agir. Et les noirs, en fait, vont attaquer les pions et vont prendre le dessus. Donc, bon, on joue H prend G3, tour C8, cavalier D4. Bon, le cavalier, il n'a plus rien à faire en B5. Bah, il va jouer en D4, il va aller en D4, il menace cavalier prend E6. Maxime joue fou D7. Et là, on arrive à un moment critique. Alors, la position, elle est très compliquée, mais elle est très déséquilibrée. Euh, là, on sent quand même que les noirs ont du jeu pour la qualité, mais est-ce que ça suffit à prendre l'avantage? Et Robert Fontaine voit une suite. Alors que s'il avait joué cavalier C2, j'allais dire c'est le coup le plus solide. Les noirs, certes, ont l'initiative, mais quand même trouver un moyen de renforcer l'attaque, ça n'est pas évident. Notamment sur cavalier G4, il y a tour prend D7. Donc on est sur quelque chose où les blancs en fait se consolident, et peut-être que là ils vont valoriser, et que si les blancs arrivent à un moment donné à jouer F3, là ils vont donner de la vie à leur fou, et j'allais dire l'avantage de la qualité va prévaloir. Mais Fontaine voit une suite, et ça c'est toujours le problème des combinaisons de ce qu'on appelle les coups forcés, c'est que dans ce genre de coup, et le coup que joue Fontaine, c'est un coup qui n'est justifié que tactiquement. J'allais dire, soit ils sont bons, soit ils sont pas bons. S'il est bon, ça gagne, il n'y a pas de problème. S'il est pas bon, ça peut tourner à la catastrophe. Il joue G4. Pourquoi G4? Bah, sur F prend G4, il y a fou prend E4. Et là, j'allais dire, euh, l'attaque noire se termine. Le fou trouve de la vie, euh, et en plus, il y a le clouage. Cavalier prend G4. Alors, si on joue cavalier F3, dame E7, cavalier G5, roi G8, F3, bon, on peut jouer fou E5 par exemple. Dame D2, cavalier F6, F prend E4, fou D6, et là on va jouer ensuite dame E5. Alors l'ordinateur dit les blancs peuvent tenir, mais c'est très compliqué. Et en fait, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on entre dans le domaine, après G4 qui prend G4, de Maxime Vachier-Lagrave, qui est un formidable joueur de combinaison, qui calcule très bien. Et là, face à un joueur qui est plus prudent, qui s'était mis dans un état d'esprit de jouer entre guillemets solide, là c'est tendu. J'allais dire Fontaine, quand même, oui, ne veut pas subir l'initiative de Maxime, et c'est bien normal, mais contre un joueur comme Maxime Vachier-Lagrave, lorsqu'on calcule une suite comme ça, il faut bien la calculer. Cavalier prend F5, fou prend F5, tour D5. C'est l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que il veut peut-être tout simplement rendre la qualité, mais échanger du matériel et arriver en finale, par exemple sur dame E7. Je sais pas, je dis dame E7, tour prend F5, je prends, pardon, dame prend F5 échec, cavalier F6. Bon, là il se retrouve avec une pièce de moins. Et sur dame E7, on peut jouer F3. Ça aussi c'est intéressant. Et là sur F3, on peut jouer, je sais pas, tour prend F3 avec la menace E4. Donc là, il y a plein de choses évidemment qui rentrent en compte. Et menace E4 et menace évidemment dame prend G4. Et là, on est à un moment de la partie. Maxime joue un coup absolument étonnant, superbe, mais qui n'est pas le meilleur. Et comme il l'a dit d'ailleurs après la partie, s'il avait joué dame F8,
eh bien, les noirs auraient tout simplement pris l'avantage. Fou prend E4, cavalier F6, tour prend F5, G prend, fou prend B7, fou H6, dame prend F5, dame G7, fou G2, tour G8. C'est une suite possible, et là on voit bien que l'initiative est passée du côté des noirs. Alors certes, il y a 3 pions pour la pièce, mais on voit bien que c'est le roi blanc qui est menacé, et que les blancs doivent jouer dame H3 ou dame F3. Et l'attaque va du côté des noirs, surtout que là leurs pièces sont orientées contre le roi blanc. Mais Maxime joue une suite qui va complètement faire craquer Robert Fontaine. Il joue dame prend D5, il sacrifie la dame, mais il a aussi une logique, c'est de dire au moins il a la nulle, parce que après C prend D5, fou E5, dame C1, fou H2 échec, roi H1, tour H8. Si les choses vont mal, et on approche quand même aussi du Zeitnot, on est au 26e coup, les noirs peuvent faire nul. Donc Maxime Vachier-Grave a au moins le demi-point. Faut pas oublier aussi qu'il vient d'une position qui était supposée, sur le plan théorique, être mauvaise. Dame C4, avec la menace des 6 échecs. Échec, roi G1, fou H2, roi H1. Bon, il semble que les noirs n'ont pas mieux que de répéter les coups. Eh bien non, Maxime continue et il joue B5. Un sacrifice de déviation pour empêcher évidemment des 6 échecs. Mais pour faire quoi? Dame prend B5. Alors oui, là il n'y a pas d'échec en perspective. Mais pour continuer, eh bien E3, deuxième coup de boutoir. Le pion avance pour faire sauter un peu plus les défenses et aussi pour activer les pièces. Voilà, on peut jouer par exemple sur F prend E3. Eh bien qu'est-ce qu'on joue? On peut jouer fou F4, échec, roi G1, fou prend E3. Et là, sur fou G2, on peut peut-être prendre, alors en F2, possiblement, voilà, roi F1, et puis je sais pas, on peut jouer fou B6, par exemple, ou fou E3, en tout cas on menace cavalier E3 échec. Et cavalier E3 échec, bah, ça peut signifier tout simplement beaucoup de problèmes. Donc on peut jouer tour H2, cavalier E3, échec, enfin beaucoup de choses. Dans cette position, on voit que les pièces noires d'ailleurs contrôlent les cases d'invasion de la dame blanche. Donc là, Fontaine joue fou F3, cavalier prend F2 échec, tour prend F2, prend F2. Bon là, la menace est assez claire, c'est fou G1 échec, suivi de mat. Fontaine joue roi G2, fou G1, avec la menace de jouer tour H2. Donc comment parer tour H2 échec? Eh bien, il fallait trouver la suite. Alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en mettant plusieurs modules, beaucoup sont d'accord avec la suite, mais il y en a un qui n'est pas forcément d'accord. Fontaine a joué dame C6, mais en fait c'est un coup qui perd. Il fallait trouver le coup roi F1. En fait, l'idée de roi F1, bah, c'était d'éviter qu'il y ait des coups avec échec. Alors, sur fou H3 échec, il y a fou G2. Et là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. J'allais dire, l'attaque s'arrête. Et le roi blanc, finalement, il est peut-être provisoirement, mais il est en sécurité. La tour noire ne peut pas attaquer, ne peut pas avoir des caisses d'attaque. Donc on joue tour H2. L'idée, c'est de jouer fou H3 échec. Et là, on joue fou G2. Bon, on défend. Oui, mais comment on continue? Bah, tour prend G2. Pourquoi tour prend G2? Eh bien, parce que sur roi prend G2, je vais y arriver. Eh bien, on continue par fou H3 échec, roi prend H3, F1, roi G3, dame F2, roi H3, dame H2, roi G4, dame G2, roi F4,
G5, roi E5, dame G3, roi E4, dame E3, roi F5, dame F4 mat. En fait, c'est la suite qui semble gagner. Et c'est sans doute ce qu'a vu Robert Fontaine, c'est que il a vu cette ligne, alors il n'avait pas beaucoup de temps, et il se dit je vais perdre. Sauf que, en fait, les blancs ont un coup. C'est pas prendre en fait la tour, c'est de jouer dame C4. C'est-à-dire en fait de contre-attaquer. Les blancs ne peuvent pas mater, ne peuvent pas donner échec. Il peut y avoir la contre-attaque. Alors sur fou C7, il y a évidemment roi prend G2. Sur fou C7, j'ai dit fou C7, c'est fou H2. Alors on peut dire je prends échec, hop, hop, hop. Oui, mais regardez la finale. 4 contre 3, les noirs peuvent sans doute faire nul, quoi. C'est pas évident quand même de faire nul dans cette finale de dames où la dame noire va pas pouvoir tout le temps donner des échecs. Si le roi blanc s'échappe à l'aile dame, ça peut être dangereux. Donc attention. Comment on continue après dame C4? On menace aussi D6 échecs, je précise. Sur fou H2, on peut menacer D6 échecs. Dame prend C7 et roi prend G2. D'ailleurs même, sur roi prend G2 fou H3, on peut aussi régler le problème, j'ai oublié de le dire, par roi prend F2, et puis les noirs signent la feuille de match. Ça c'est clair. J'ai oublié le truc simple. Donc tour H2. D6 échec, roi E8, dame B5 échec, jouer dame C6, roi D8. Alors sur fou D7, il y a dame B8. Ou il y a dame E5 plutôt. D prend C7, roi prend C7, dame C5, on donne échec. Le roi essaye de s'enfuir, mais et il y a sans arrêt échec, 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 et la partie est nulle. C'était ça qu'il fallait voir. Alors, autre option évidemment, donc c'est la nulle. Autre option qui montre que dame C4, c'est des coups de problème. Si on joue fou H3, alors on va dire, oui, là, on peut faire D6 échec, roi F8, dame F4, roi E8. Alors sur roi G8, on joue dame H4 et on menace dame prend H3. Ce qui fait que sur tour H2, dame prend, et là hop, D7. Et qu'est-ce qu'on voit? Le pion qui va à dame et qui ne peut pas être arrêté. Vraiment des solutions énormes. Donc sur dame F4, roi E8, dame E3, et on joue dame prend H3, et là ça gagne. Donc dame C4 semble faire nul, je vous laisse aussi vérifier les autres variantes. Mais c'est évidemment, surtout en side note, totalement introuvable. Maxime Vachier-Grave a dit oui, il y avait des ressources pour les noirs, mais elles sont pour les blancs, pardon, mais il fallait vraiment les trouver. Dame C6, tour H2 échec, roi G3. Alors là, peut-être aussi que Fontaine avait vu la suite. F1 dame, dame prend C7, roi F8, dame D8, roi G7, dame E7, roi H6, dame F8, roi G5, dame E7. On fait nul et il s'en sort à que une tour et un fou de moins. C'est super. C'était aussi ce qu'avait dû voir Robert Fontaine. A noter d'ailleurs au passage que sur tour H2, si on joue roi F1, fou H3, fou G2, fou prend mat. Bien sûr. Donc roi G3. Comment les noirs continuent puisque faire dame ne gagne pas? Eh bien Maxime Vachier-Lagrave a trouvé la solution. C'est F1, mais cavalier échec. Il donne un échec, mais ça donne un mat forcé. Et là, on voit la supériorité du nombre sur la valeur des pièces. Roi F4, tour H4. Alors, sur roi E5, il y a fou H2 mat, ou fou D4 d'ailleurs. Roi G5, fou E3 échec. On donne la tour carrément.
Fou prend H4, G5. Oui, mais le roi peut pas revenir. Il est attiré. Et après roi H5, on joue cavalier G3. Et Robert Fontaine abandonne. Après H6, il y a G4, échec et mat. Un superbe tableau de maths pour conclure une attaque de Maxime Vachier-Lagrave. Une attaque très spéculative, mais très difficile à réfuter. Robert Fontaine a été déstabilisé. Et c'est justement ce type de victoire, ce must-win, qu'on aimerait voir chez Maxime, lui qui en 2019 a tant manqué de réussite dans ses parties décisives. Il a craqué dans ces moments-là. On peut espérer que dans le tournoi des candidats, étant donné les circonstances dans lesquelles il a été repêché, eh bien, il jouera sans pression, car il n'a aucune pression. En tant que numéro 8 mondial, il a ses chances, mais en tout cas, il peut tout à fait réussir un coup, même si ce sera très difficile en tout cas. Donc voilà pour cette vidéo consacrée à Maxime Vachier-Lagrave. Il y en a une autre qui va arriver très très vite, et on se voit donc prochainement. À bientôt.